Bonjour et bienvenue dans ce Vlogmars numéro 14. Je pense que c'est le 14. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, ou que vous allez passer une belle journée plutôt parce que cette vidéo est publiée à 8h du mat. Moi ça va, il est 13h30, on vient de se faire un McDal. Ouais, c'était ma sortie de la semaine, les courses. C'est trop bien la vie au temps du confinement. Enfin du confinement non, mais si un peu quand même. C'est un peu comme si on était confinés, soyons clairs. Ce matin est sorti du coup le Vlogmars où je parle de ma pile à lire de freelance. Et j'avoue qu'il y a pas mal de questions qui émergent en commentaire. Donc j'ai décidé d'y répondre ici. Ce sera plus simple. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai plus de recul, je ferai une vidéo dédiée. Mais je pense que pour le moment, j'ai pas assez de recul, donc je vais juste répondre à vos commentaires qui, en fait, enfin les questions sont surtout sur la façon dont je me suis lancée, pas la vie en freelance, donc ça va, je me sens légitime pour répondre. Donc on me demande qu'est-ce qui a été le déclencheur pour que je me dise ok ça y est, je quitte ma sécurité de l'emploi et je me lance. Et alors ça, je pense que pour vous expliquer tout depuis le début, je pense qu'il faut revenir à quand j'étais petite. J'ai deux parents qui adoraient leur métier, qui avaient choisi leur métier et qui l'adoraient. Ma mère est aide-soignante et mon papa était chauffeur routier. Et ils ont choisi leur métier jeune. Mon père a 6 ans, il savait qu'il voulait conduire des camions. Et ils ont kiffé leur vie au boulot. Et ils m'ont toujours dit, à mon frère et à moi, ils nous ont toujours dit il faut que vous fassiez un métier qui vous plaît, parce qu'il faut que vous alliez au boulot avec le smile, parce qu'en fait, vous allez passer juste 5 jours de votre semaine, donc 5 jours sur 7, au taf, et il faut pas y aller à reculons, sinon vous allez pas kiffer votre vie, quoi. Donc moi, j'ai été élevée dans cette philosophie-là, en sachant que j'étais plutôt bonne élève, et du coup, en terminale, mes profs, en terminale scientifique, j'ai eu mon bac assez facilement sans trop me fatiguer. Et mes profs ont dit à ma mère que la logique voudrait que j'aille en prépa, parce que j'en avais le niveau, et que c'était l'élite de la France. Mon prof de physique avait dit MDR. Et donc, ma mère, forcément, elle a voulu que j'aille en prépa. Moi, je voulais aller à la fac à la base. Avec le recul, je la remercie parce que je pense que j'étais pas câblée pour la fac et que j'aurais pas réussi à me mettre au travail toute seule. Ça, c'est bizarre vu qu'aujourd'hui, je me mets en freelance, mais à l'époque, j'avais pas la maturité nécessaire pour travailler de moi-même. Et donc, je suis allée en prépa. La première année, ça a été l'horreur. Je peux pas le dire autrement. Ça a vraiment été l'horreur. En fait, j'avais jamais connu l'échec. J'avais eu mon brevet au contrôle continu très facilement. J'avais eu mon bac sans trop me sortir les doigts, j'avais des bonnes notes, j'avais eu mon permis du premier coup, tout ça, donc j'avais jamais connu l'échec. Et en prépa, genre la première note que j'ai eue, c'était 8 en maths. J'avais rien compris. J'étais dégoûtée. Ce que je savais pas, c'est qu'en fait, ce serait la meilleure note de toute mon année. J'ai passé une année... Big up le tracteur. J'ai passé une année où j'étais complètement perdue. Parce que... pour tout, parce que je réussissais pas, je comprenais rien en cours, donc j'étais vraiment perdue pour le coup. Et voilà, ça allait pas. Et ma mère l'a vu, donc elle s'en voulait clairement de m'avoir forcée à aller en prépa. Et puis à la fin de l'année, je suis pas passée en deuxième année, ça c'était logique. Et j'ai décidé de redoubler. Alors en fait, on peut pas redoubler la première année de prépa, on peut pas faire la même section. Mais j'avais la chance de redoubler dans une section parallèle, donc en fait pour ceux qui connaissent, j'étais en première année en MPSI, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur, et j'ai redoublé en PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Donc j'ai redoublé, ma mère m'a dit tu te fous de moi, ça fait 1 an que tu me dis que c'est de ma faute si t'es là, et finalement tu redoubles. Oui maman, esprit de contradiction. Et en fait, j'aime le challenge, donc je pense que c'est aussi, ça va avec mes traits de caractère. J'avais entamé un challenge, et ça m'embêtait d'abandonner, parce que encore une fois, jusque là je connaissais pas l'échec, et donc je voulais à tout prix réussir. Donc j'ai redoublé pour réussir. J'ai fait ma deuxième année, j'ai intégré l'école d'ingé de mon choix. C'était pas mon premier choix, mais c'était dans les premiers, donc j'étais quand même très contente parce que je me faisais pas trop d'illusions sur mes premiers choix, je pensais pas les avoir. C'est des concours, hein, donc mieux t'es classé et plus tu as ce que tu as demandé. Et donc j'ai fait mon école d'ingé et j'étais dans le tunnel en fait, comme je vous le disais dans la vidéo d'il y a 3 jours pour vous.
j'étais dans le tunnel. C'est-à-dire que j'ai fait école d'ingé, j'ai fait mes stages, j'ai été engagée à la fin de mon stage, et voilà, ça y est, j'étais dans la vie active, le tunnel du bon français moyen, quoi, voilà. Et donc, j'ai fait une filière que j'avais choisie. J'ai fait du développement d'applications et de l'imagerie. Donc, mon diplôme, c'est ingénieur en développement d'applications pour l'image, mais en fait, c'était vraiment deux modules distincts. Et en plus de ça, la dernière année, je me suis spécialisée dans les télécoms pour la santé. Donc, je travaillais, mon premier job, c'était, je peux le dire, chez Intrasense, qui est une société montpelliéraine, qui développe une application, enfin un logiciel de post-traitement avancé d'images médicales, notamment scanner IRM. C'était top, franchement, c'était niveau, accomplissement, c'était top, parce que j'apprenais tous les jours des nouveaux trucs sur la médecine. C'était ouf, quoi. Et en plus de ça, j'avais l'impression que mon taf, il servait, parce qu'on faisait des applications, enfin des protocoles pour le suivi des cancers et tout, et donc j'avais l'impression qu'au final, ça servait, c'était vraiment utile. Sauf que l'entreprise a connu quelques difficultés financières à ce moment-là, c'était il y a un petit moment maintenant. Et ils ont fait un plan de licenciement économique, et donc forcément j'étais la dernière à arriver, donc j'étais la première à partir. Surtout que j'avais pas de personne à charge, voilà, pas d'ancienneté, bon c'est pas grave. C'était pas gênant pour moi, j'avais pas de crédit. Il y a d'autres employés qui ont dû partir, et pour eux c'était beaucoup plus compliqué. Moi je me plains pas. Et j'avais peur de pas avoir de taf, parce que j'ai été éduquée comme ça aussi, c'est-à-dire fais quelque chose qui te plaît, mais en même temps il faut que tu bosses. Ton indépendance financière est trop importante. Ça va être important pour la suite, ça aussi. Et donc, j'ai cherché du taf. Sauf que j'ai pas retrouvé à Montpellier, j'ai trouvé à Aix-en-Provence. Donc j'ai passé 2 jours au chômage, je crois. Et je suis partie travailler à Aix-en-Provence, enfin en banlieue d'Aix, dans une autre entreprise qui fait de l'imagerie médicale, qui est Softway Médical. Je dis ça parce que c'est pas du tout confidentiel, je veux dire, c'est marqué sur LinkedIn, donc mon parcours est marqué sur LinkedIn, on sait chez qui j'ai travaillé, et vu que c'est des entreprises avec qui je garde un très bon contact, je n'ai aucun souci à les mentionner, parce que sachez que si vous voulez aller bosser chez eux, moi je vous le conseille, c'est des entreprises super. Et donc j'ai bossé 2 ans à Aix chez Softway, et encore une fois je me plaisais, mais au bout de 2 ans, j'ai quand même eu un côté où je commençais à m'ennuyer, enfin plutôt au bout d'1 an et demi. Et il faut savoir que ça a coïncidé avec la fin de vie de mon grand-père, qui a été... on est une famille très unie, et donc ça a été compliqué. Et surtout en étant loin, en fait. Et donc j'ai fait des allers-retours avec le Cantal, tout ça, et c'était compliqué pour moi. Mais je me voyais pas rester à Aix les week-ends et voir tout le monde ici, donc voilà. Et je pense que... Enfin, non, c'est pas je pense, c'est je sais que c'est ce qui m'a fait switcher qui m'a fait prendre la décision de rentrer en Auvergne, en fait. Parce que, depuis le début, que ce soit à Montpellier, à Saint-Étienne en école d'ingé, à Montpellier ou à Aix, je me suis jamais sentie vraiment chez moi, même après 2 ans à Aix, parce que pour moi, chez moi, c'est toujours le Cantal. Et d'ailleurs, je pense que mes collègues de l'époque, mais oui, enfin c'est sûr, parce qu'on en parle régulièrement, pour eux, j'étais la Cantal ou quoi. Ça me définit, en fait, d'être du Cantal. C'est comme ça. Je suis trop attachée à mon chez-moi, et ça me définit. Et donc, c'est un peu à contre-cœur quand même que j'ai quitté l'équipe, parce qu'encore une fois, je m'entendais super bien avec eux, et j'ai encore mon chef de temps en temps par message, et mes collègues, et voilà, je suis très attachée à eux. Mais bon, j'ai pris la décision de rentrer, j'ai trouvé du boulot à Clermont-Ferrand, parce que, encore une fois, j'avais dans l'idée que je trouverais jamais du boulot dans le Cantal, dans l'informatique. Et donc là, j'ai fait une croix en rentrant à Clermont, sur mon attachement au télécom pour la santé. Et donc j'ai perdu un petit peu ce qui me motivait au boulot, c'est-à-dire avoir l'impression que ce que je faisais, ça servait à quelqu'un. Et en fait, j'avais vraiment sous-estimé ce que ça m'apportait et comment ça allait me manquer. Parce que après 4 ans, j'ai passé 4 ans, je crois, à Clermont, ça a vraiment été... Sur ces 4 ans, disons, c'est très brouillon. Sur ces 4 ans, j'ai passé 3 ans à me demander ce que je foutais là. Et surtout à me dire qu'est-ce que je pourrais faire d'autre.
En parallèle, j'avais mon chéri ici dans le Cantal. Lui, depuis Saint-Étienne, il a toujours été dans le Cantal. Et donc, quand j'étais à Clermont, je faisais des allers-retours les week-ends. Et en parallèle, je me suis engagée auprès d'une association sportive, donc un club de rugby, là où joue mon petit frère. Je me suis engagée en tant que bénévole. À la base, je voulais être photographe, parce que j'ai toujours adoré la photo. Et mon frère m'a vendu au président en tant que webmaster, parce qu'ils avaient besoin d'un webmaster. Donc finalement, je me suis retrouvée à faire les photos, la maintenance du site web, et puis aussi les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, la communication digitale, ça passe par là. Et c'est génial, hein, parce que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui sans ça. Mais c'était un peu l'entourloupe quand même. Et donc, je me suis engagée auprès du club il y a 4 ans. Et j'ai découvert la vie associative que je connaissais peu. J'avais fait, quand j'étais petite, les collectes pour la Croix-Rouge le week-end. Mais je connaissais pas trop vraiment la vie associative. Là, j'ai compris le côté... en fait, c'est une entreprise, quoi. Même si c'est qu'un club de Fédéral 3, donc... au rugby, en France, on a le top 14, Pro D2, Fédéral 1, Fédéral 2, Fédéral 3. Voilà. On n'est qu'un club de Fédéral 3, peut-être. Enfin, en attendant, c'est quand même une entreprise, quoi. Enfin, ça se gère comme une entreprise. Et donc, je jonglais dans ma vie entre Clermont, le boulot, qui était juste alimentaire, en fait, mon appart, que je voyais comme un hôtel, les week-ends chez monsieur, et le dimanche au rugby. C'était un peu rock'n'roll. Et avec toujours dans ma tête cette idée que mon boulot, j'avais l'impression que je servais... Enfin, si, je servais à ramener de l'argent, mais je m'épanouissais pas, j'apprenais peu, et au final, voilà, j'avais l'impression qu'au final, ça servait pas à faire en sorte que l'humanité aille mieux, quoi. C'est un peu bête, mais là, c'est ça. Et donc, petit à petit, a germé cette idée que soit j'étais obligée de repartir loin, et ça, c'était déjà pas possible parce que je l'ai essayé, et j'ai vu que j'avais besoin d'être près des miens, soit je trouvais une autre solution. Et donc j'ai commencé à vraiment réfléchir à comment faire, comment rentrer dans le Cantal. Soit je trouvais un boulot alimentaire et je disais au revoir à toutes mes études et tout, et à ce qui me plaisait, mais au moins je vivais chez moi. Ça m'embêtait un peu quand même. Ça manquait de challenge à mon goût. Et c'était aussi risqué. Bon, enfin, vu où j'en suis aujourd'hui, niveau risque, c'est encore au-dessus. Soit, je montais ma boîte. Voilà. Parce que ici, on a des boîtes en informatique, mais c'est pas dans des domaines qui m'enthousiasment. Et donc, je me serais retrouvée au final dans le même schéma qu'à Clermont, c'est-à-dire avoir un boulot qui finalement est alimentaire, quoi. Et j'ai lu beaucoup de livres, comme je vous le disais l'autre fois, je fais ça parce qu'ils sont derrière, je vous présentais mes livres, les livres qui m'ont inspiré. J'ai aussi beaucoup écouté de podcasts. Je pourrais vous recommander des dizaines de podcasts sur le freelancing et sur, pas que le freelancing, mais sur des parcours de freelance et comment ils ont trouvé leur chemin. En fait, c'était trop bien parce que vu que je faisais de la route le vendredi et le lundi matin pour faire Clermont-Saint-Flour et Saint-Flour-Clermont, et que j'en faisais aussi le dimanche pour le rugby, j'ai écouté que des podcasts en voiture. Donc déjà, rien que l'aller-retour Clermont-Saint-Flour, ça me faisait 3 heures de podcast. Plus le week-end au rugby, j'écoutais que des podcasts. Et c'était top, ça m'a enrichi de fou. C'était le seul moment de ma vie où j'apprenais, quoi. Et donc j'ai commencé, je suis passée par tous les parcours. Je me suis posé la question de faire rédac web, je me suis posé la question de faire naturopathe. J'ai même été jusqu'à prendre des contacts avec des écoles de naturopathes pour commencer le parcours. Parce que dans le Cantal, on n'en a pas des naturopathes et je pense que ça manque. Mais après est arrivée aussi la question financière. Donc moi, j'ai pas d'emprunt immobilier, j'en ai jamais eu. Et je pense que dans ma tête, je savais qu'il m'en fallait pas parce qu'un jour, j'arriverai à ce moment-là. Et donc, j'en prenais pas exprès. Les écoles de naturopathes, ça coûte quand même... ça a un certain prix, c'est des écoles privées. Il faut savoir que aucun diplôme de naturopathe n'est reconnu par l'État, c'est pas une profession conventionnée, donc c'est assez compliqué. C'est pas tout pris en charge par le CPF, tout ça, je me suis vachement renseignée sur les formations et tout. Et bon, j'ai abandonné l'idée. Et puis après, bon, en même temps, j'ai monté ma chaîne, donc ça me permettait de trouver
quelque chose, parce que je suis un peu hyper active et multipassionnée. Donc en fait, je suis passionnée par les livres, je suis passionnée par la photo, je suis passionnée par les réseaux sociaux, je suis passionnée par plein de trucs. Et donc voilà, je me suis dit que ma chaîne, ce serait un moyen aussi de faire ressortir ça. Et puis ça m'éduquait un peu aussi à ce que c'est que monter une vidéo, créer une vidéo, la publier, passer du temps sur la description, comment ça marche un peu l'algorithme de YouTube, tout ça. Et donc, je me suis rendu compte petit à petit que ce que je faisais pour le club, ça m'enthousiasmait de fou. Et plus ça allait, plus je prenais du plaisir à le faire. Exactement comme la vie de ma chaîne. Puis est arrivé Cocovirus. Et Cocovirus, enfin non, même c'était avant. Avant Cocovirus. Avant Cocovirus, j'ai pris la décision de me lancer en freelance, en communication digitale, donc création de contenu pour le web, que ce soit des posts de la rédaction web, des newsletters, des podcasts, des vidéos, et community management qui va un peu ensemble en fait. On crée une communauté en proposant du contenu. Et là, je me suis dit, waouh, ok, tu veux faire ça, mais financièrement, comment tu vas vivre, quoi? Parce qu'il y avait toujours cette question de l'indépendance financière qui me taraudait. J'ai été éduquée comme ça. Moi, j'ai été éduquée par une maman qui tient à son indépendance financière, qui a toujours tenu à son indépendance financière par rapport à mon père notamment. Enfin, elle voulait pas dépendre financièrement de mon père. Elle a toujours une éthique de vie. Elle veut être indépendante, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Donc, elle conduit. Enfin, c'était conduire, par exemple, passer le permis pour que moi je passe le permis. Pour elle, c'était un impératif parce qu'il fallait pas que je sois dépendante de quelqu'un, surtout en tant que femme. Et voilà, j'ai été éduquée par une maman comme ça. Donc, on n'est pas très porté féminisme à la maison. J'ai essayé de m'éduquer un petit peu en ce moment, mais ma mère m'a quand même inculqué certaines valeurs. Et du coup, pardon, ça parle dehors, j'écoute. Ouais, et du coup, quand j'ai pris cette décision de me dire, allez, je me lance, je me suis dit, mais ok, mais meuf, tu vas vivre comment, genre, parce que moi, j'ai 0 client et tout, quoi. Et donc, j'ai écouté pas mal de podcasts, encore une fois, et dans la plupart des podcasts, les gens, soit ils avaient un projet financé déjà de base, et donc ils sont partis en quittant tout, soit ils ont fait appel à des organismes financeurs. J'avais écouté notamment un podcast d'un mec qui était quoi? Il était CPE, je crois, ou pion dans un collège, je sais plus exactement. Et il se reconvertissait dans l'industrie. Et il suivait une formation, mais qui était payée par je ne sais plus quel organisme. Mais voilà, il était payé pour aller à l'école. Et donc financièrement, avec sa famille, ses enfants, tout ça, c'était plus simple. Ça enlève qu'une partie de la difficulté, parce que faut quand même que tu étudies en même temps que tu gères tes gosses, c'est compliqué. Mais en attendant, au moins le financier, c'est un tracas en moins. Donc moi, ça, je pouvais pas. Enfin, j'ai pas trouvé en tout cas. Et donc, il me restait que peu de possibilités finalement. Soit je partais, je démissionnais et j'avais droit à rien. Et donc là, c'est méga chaud parce que ça veut dire qu'il faut vivre sur tes économies pendant quelques années, parce qu'une boîte, ça se crée pas comme ça, quoi. Soit je demandais une rupture conventionnelle à mon employeur, ce qui me permettait d'avoir une visibilité de 2 ans, parce que pendant 2 ans, au moins, t'es au chômage, quoi. Et donc, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai réfléchi longtemps, hein, franchement, parce que c'est chaud quand même de porter un projet et de pas se sentir trop bête face à ton patron, et en même temps de lui faire comprendre que c'est ce dont tu as besoin, parce qu'il est pas obligé de te l'accepter, hein, la rupture conventionnelle. Il y a aucune obligation, et en plus ça lui coûte de l'argent, donc faut quand même que tu vendes bien ton truc, quoi, tu vois. Faut que l'entretien se passe bien, quoi. Et donc en février dernier, je suis allée voir mon chef, qui est cantalou aussi. C'est rigolo. On est une mafia. Et je lui dis, voilà, aujourd'hui je me sens pas bien. Je trouve plus, dans mon métier de tous les jours, je retrouve plus ce qui me fait vibrer. En même temps, j'ai envie de mettre en place un projet. J'ai envie de faire ça. J'ai envie d'aider les entreprises dans le Cantal et en Auvergne à mieux communiquer sur Internet, à briller sur le web. J'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, en fait, parce que j'aime mon département et ma région. Toi aussi, vu que voilà, je savais, on en avait parlé souvent, donc je sais qu'il est très attaché à l'Auvergne et au Cantal. Et donc, voilà, j'aimerais que
si vous acceptiez de me signer une rupture conventionnelle, je vais pas vous demander une prime mirobolante et tout. Le minimum légal est très bien. Je veux juste... En fait, sachez que si vous acceptez, ça me donne l'occasion de démarrer ce projet. Parce que je me connaissais, si j'avais pas eu la rupture, je ne l'aurais pas fait, clairement. Et mon patron était top. Il l'est encore d'ailleurs. Et j'ai eu de la chance parce que je me suis toujours bien entendue avec mes chefs. Et ça s'est toujours plus ou moins bien passé. Et du coup, je suis toujours partie en très bons termes. Et voilà. Et aujourd'hui, je garde un attachement particulier à chacun de mes patrons, quoi. Et bref, celui-ci m'a dit, moi je comprends. Pour moi, c'est ok, mais il faut que je vois avec la hiérarchie, quoi. C'est normal. Voilà. Donc sache que pour moi, c'est un ok et j'appuierai ta demande. Et le coronavirus est arrivé! Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'avais 30 ans le 29 juillet l'année dernière, et dans mon idée, c'était, à 30 ans, tu lances le truc, quoi. Ça y est, c'est parti, tu le fais. Je sais pas si c'est clair, la réponse, c'est que la première question, hein. Ça fait 23 minutes, c'est que la première question. J'espère que ce sera clair. Je vais couper au montage, je pense, beaucoup de passages. Bref. Donc, mon patron m'a dit, ok, bon. Coronavirus est arrivé, donc ma mission... je travaillais pour une société de services en informatique, donc j'étais en prestation chez le client. Le client qui est un gros Comment on dit? Manufacturier? Enfin bref, qui fait des pneus, vous savez, en Auvergne, jaune et bleu, tout ça. Ça c'est du teasing, hein. Vous avez pas du tout compris de qui je parlais. Bref, j'étais chez ce client-là, et donc j'étais en télétravail tout le confinement. Ils ont accepté, mon patron et le client, que je fasse mon télétravail dans le Cantal, donc c'était cool, je vivais chez mon chéri, ça m'évitait d'être toute seule enfermée à Clermont et lui tout seul enfermé ici, donc ça c'était plutôt cool, je les en remercie encore aujourd'hui. Et donc ça nous a permis déjà de découvrir ce que c'était que la vie à deux, parce qu'on l'avait jamais fait, et moi en même temps ça m'a permis de découvrir ce que c'était que travailler 100% du temps à la maison, et c'était un volet qui me faisait peur, c'était quelque chose qui me faisait peur dans le fait de me lancer en freelance. Donc ça m'a permis de tester, ça s'est plutôt bien passé, d'un point de vue télétravail, tout ça. Sauf que les papiers se signaient pas. J'avais pas trop de nouvelles parce que le coronavirus a tout fait, pas capoter, mais a tout retardé. Parce qu'au final, mon client, on a pris du retard sur les projets et tout, donc il m'a dit il a vu avec mon patron tout ça, ce serait bien qu'elle reste un peu plus finalement, au lieu de partir en juillet, qu'elle parte en septembre, tout ça, fin septembre. Et donc moi j'avais à cœur de partir correctement, encore une fois, je suis toujours partie en ayant terminé ma mission, en ayant fait mes passations de connaissances, tout ça. Donc j'avais à cœur de partir proprement. Et donc j'ai dit ok, et j'ai continué jusqu'à ma mission jusqu'à fin septembre. Et là on a signé ma rupture conventionnelle, donc avec mon employeur, fin septembre, début octobre, je sais plus exactement la date, mais mon contrat s'est terminé fin octobre. J'ai eu la lettre de la directe qui m'a dit ça y est, c'est ok, on valide votre rupture conventionnelle, et ça y est, c'était parti. Donc entre temps, au mois de juillet, je suis allée voir la communauté, la CCI, donc la chambre de commerce et d'industrie de mon département. Je suis allée pas à la grosse chambre de commerce et d'industrie, je suis allée à celle qui est dans la sous-préfecture, qui est juste à côté de chez moi, parce que j'allais dépendre d'elle pour prendre des renseignements. Et en fait, la dame là-bas m'a trop bien conseillé. Le fait est qu'aujourd'hui, avec mon activité, je ne dépends pas d'eux, parce que je ne fais pas du commerce. Mais en attendant, ils m'ont super bien conseillé, et faut savoir que les entretiens sont gratuits. Donc c'est vraiment très cool d'aller les voir et tout. Et par exemple, elle m'a dit, attention, si vous finissez en octobre-novembre, attendez janvier pour démarrer l'entreprise, parce que à peu près tous les calendriers fiscaux se base sur une année calendaire, et donc ce serait dommage que vous commenciez à la fin de l'année et que vous ayez que quelques mois d'avantages fiscaux, alors que si vous attaquez en janvier, vous avez le droit à toute l'année complète. Donc ça, par exemple, c'était un truc auquel je n'avais pas pensé. Pourquoi? Parce que j'ai pas trop voulu me renseigner non plus sur l'administratif en amont, parce que je savais que j'avais mon chômage pendant 2 ans, qui me permettait de vivre, et j'avais peur que si je me renseigne trop sur les démarches administratives, je flippe et que je ne le fasse pas. Et c'est clair, parce que vu toutes les merdes que j'ai eues en janvier-février, si j'avais su, je serais restée en CDI et j'aurais rien fait. Mais je serais toujours malheureuse, mais au moins j'aurais rien fait. Donc voilà, volontairement, je ne voulais pas trop savoir. Et voilà, et je me suis lancée, et en janvier, j'ai créé ma boîte. Voilà, c'est tout.
C'est tout. La meuf, ça fait une demi-heure qu'elle parle, elle nous dit c'est tout. C'est beaucoup. Mais voilà, on va passer à la question suivante, hein, ce sera mieux. Mais voilà pourquoi j'ai quitté, pour faire simple, après une demi-heure de blabla, j'ai quitté ma sécurité de l'emploi parce que j'en pouvais plus et que je sentais que ça ne pouvait plus aller pour moi, mais j'ai quand même gardé une certaine sécurité. Je suis pas partie à l'aventure non plus. Alors, est-ce que j'ai fait une formation avant, que ce soit sur le contenu de ce que tu proposes ou sur comment devenir auto-entrepreneur? Alors non, je n'ai pas fait de formation sur devenir auto-entrepreneur, j'en ai cherché. Mais c'était un peu trop le bazar et j'avais peur que ça m'apporte pas grand-chose parce qu'en fait, il faut savoir que les statuts, ça change régulièrement. Et donc finalement, les formations ne sont pas toujours à jour et tout. Et il y a plein de contenus en ligne. Je vous conseillerais, si vous voulez vous lancer, le blog I don't think I feel. Contrairement au titre, ce sont deux Auvergnates, Julie et Julia. Je vous mettrai le lien en barre de description. C'est le blog qui m'a le plus inspiré, je pense, dans ma période de réflexion et qui t'aide parce qu'elles donnent des tips et tout. Et elles sont top. C'est pas parce que c'est des Clermontoises. Elles sont vraiment top. Je vous les conseille. Et elles sont très très gentilles. Donc voilà. Pour l'auto-entrepreneuriat. Après, pour mon activité principale, sur le community management, j'ai pas fait de formation parce qu'en fait, pendant le confinement, notre entreprise a signé une convention avec Open Classroom. Open Classroom, moi je connaissais depuis l'école d'ingé parce que j'allais sur le site du zéro pour savoir comment coder tout ça, pour ceux qui savent. C'est les mêmes en fait, ils ont juste changé de nom. Et donc j'ai suivi quelques formations en parallèle de mon télétravail pendant le confinement, donc les week-ends, sur le community management, tout ça. Et finalement je me suis rendu compte que c'était beaucoup de bonnes pratiques et surtout de bon sens en fait. Donc il y a beaucoup de choses, voilà, c'est du bon sens. Et après, la technique, elle évolue tellement rapidement que finalement, m'acheter une formation sur le moment, ça aurait pas forcément de valeur pour le client que j'aurai dans 6 mois, quoi. Donc j'ai préféré ne pas en faire. En revanche, j'en ai fait une à la WAB Digital qui est basée à Bergerac et qui est éligible au CPF. Donc c'est pour ça que je l'ai faite. Je l'ai faite en distanciel. Le CPF, si vous savez pas, c'est mon compte personnel de formation. Ça a changé il y a quelques années. On ne cumule plus des points au DIF, on cumule des heures, enfin de l'argent au CPF. Et le CPF nous est personnel. Avant, notre employeur pouvait aller chercher dans notre DIF et dire je lui fais suivre une formation en anglais, par exemple. Et là, non. Maintenant, vous pouvez dire de vous-même, allez sur votre compte formation en ligne, consultez votre cumul merde, j'arrive plus à parler. Votre cumul monétaire pour les formations. Et vous pouvez vous inscrire à des formations. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et la Web Digital propose plusieurs formations en marketing de contenu, en digital et tout. Et moi j'ai suivi une formation en rédaction web parce que c'est le domaine sur lequel j'avais le plus de lacunes. Mais voilà, vu que pendant 3 ans je me suis fait chier, j'ai tellement écouté de podcasts et lu des blogs que finalement j'ai beaucoup appris comme ça en fait. Mais je comprends qu'on n'ait pas tous le temps d'écumer Internet pour avoir de l'information. Et donc oui, je trouve que les formations de la Web Digital sont top, très bien organisées, très riches, avec plein de supports qu'on peut garder après et tout. Et j'ai trouvé ça top. C'était 2 jours. Ensuite, donc voilà, mon seul bagage finalement, et après j'ai appris sur le tas. Ça fait quand même 4 ans que je le fais pour le club de rugby. J'ai pas la prétention de dire que je le fais très bien, mais je pense que je le fais assez correctement. En 4 ans, on est à 3000 abonnés sur la page, donc ça va pour un petit club de campagne. Et en même temps, je le fais aussi pour la chaîne et tout, donc voilà. Ça aussi, c'est formateur, de le faire par soi-même. Mais bon, ça tient à mon domaine d'activité, bien sûr. Ensuite, est-ce que tu avais de l'argent de côté avant de commencer? Et si c'est pas déplacé, combien environ? Alors oui, j'ai de l'argent de côté. Comme je l'ai dit, j'ai essayé de limiter au max les dépenses. Donc, j'ai soldé mon prêt auto il y a quelques années. En fait, il y a quelques années, j'ai eu un souci de ma faute à la banque. J'ai oublié un virement qui a fait que mon PEL, du coup, vous savez, le PEL, vous êtes obligé de mettre tant par an. Et j'ai sauté un virement. Et donc, my bad, le PEL a été fermé. Et donc, je me suis retrouvée avec un montant assez conséquent sur mon compte en banque. Et le PEL, si je le rouvrais, les taux étaient plus du tout intéressants. Donc j'ai décidé de placer une partie de cet argent et l'autre, j'ai soldé mon prêt auto. Parce que j'avais la possibilité de le faire, ça me coûtait rien. Donc voilà, j'ai fini de payer ma voiture, que j'ai encore aujourd'hui, je touche du bois, pour le moment elle n'est pas en panne. Donc déjà, j'avais pas de prêt auto, j'ai pas de prêt IMO, j'ai déjà dit.
Et mon loyer, à Clermont, je payais 635 € de loyer. Et donc aujourd'hui, pour la maison, on est locataire avec Jean. Et on paye 200 € chacun. Donc déjà, je me suis enlevé 435 € de loyer. Après, il faut connaître son budget. Il y a des vidéos sur YouTube sur gérer son budget et c'est super important, je pense, quand on fait ce genre de démarche. C'est-à-dire que moi, j'ai pris mon budget, j'ai pris donc le loyer que je dois à Jean, mon assurance auto, l'assurance habitation qu'on va payer à deux, EDF qu'on va payer à deux, les courses qu'on paye à deux, bien entendu, les forfaits téléphoniques. Et voilà, en gros, c'est nos dépenses. On n'a pas d'abonnement Netflix, on n'a pas d'abonnement Spotify. J'ai limité les abonnements au max pour limiter les dépenses au max. Quand je vous dis que je suis grave radine, c'est vrai. J'ai pas d'abonnement à des box. J'ai même viré France Loisirs pour ça. Hein. Donc voilà, j'ai fait ça et j'ai compté ce que j'allais avoir avec Pôle emploi. Donc ça, c'est pareil, il y a des simulateurs. Quand on fait une rupture, voilà, on a des simulateurs. Donc en gros, c'est 50% de ton brut, 57% de ton brut. Donc moi, ça restait quand même confortable parce que j'étais ingénieur dans l'informatique. On n'est pas les personnes les plus mal payées de France. Donc 50% de mon brut, ça reste confortable pendant 2 ans. Donc tous les mois, en fait, je déclare mon chiffre d'affaires à l'URSSAF. Je déclare ce que j'ai déclaré à l'URSSAF, je le dis à Pôle emploi et Pôle emploi calcule combien il me manque pour arriver à... En fait, j'ai un montant, donc qui est 57% de mon brut, c'est mon plafond Pôle emploi. Et donc, si mon chiffre d'affaires est en dessous, Pôle emploi fait le complément. Si mon chiffre d'affaires est au-dessus, Pôle emploi me donne rien. Voilà, c'est plutôt confortable, je trouve, parce que je sais que dans le pire des cas, j'ai ça tous les mois. Et si je travaille bien, j'ai beaucoup plus. Voilà. Et oui, j'avais de l'argent de côté. J'avais environ de quoi vivre 1 an. Même 2 ans maintenant, je pense, en tout, sans salaire. Donc voilà, j'ai calculé mes dépenses par mois, j'ai multiplié par 12 et j'ai vu combien d'années je pouvais tenir grâce à mes économies. Parce que je me dis que encore aujourd'hui, dans ce que me donne Pôle emploi, j'en économise un petit peu. Et j'ai été élevée par maman castor, non pas du tout, maman caisse d'épargne, donc l'écureuil, qui m'a toujours dit oui, mais et si il se passe ça? Donc je sais que demain, si ma voiture elle tombe en rade, je peux m'en racheter une. Voilà. Au moins, j'ai pas de me dire il faut que j'appelle la banque, tout ça. Si j'ai une dépense imprévue, j'ai quand même de quoi, à part vraiment une grosse dépense, mais là j'ai quand même de quoi amortir le choc, quoi. Et ça pour moi c'était important. Donc voilà, oui, j'avais de côté et de quoi à peu près subvenir à mes besoins pendant 2 ans. Et maintenant, je pense que je suis un petit peu plus. Voilà. Mais encore une fois, c'est à vous de voir dans quel degré d'instabilité vous pouvez vivre. Moi, j'ai trop peur de plus avoir d'argent. J'ai peur de ça. Donc j'ai besoin de savoir qu'à la banque, j'ai des sous pour pas être stressée. Et ça, c'est propre à chacun. Mais oui, j'ai un peu d'argent de côté. Ah oui, dernière question. Est-ce que j'ai fait mon site moi-même ou est-ce que je l'ai fait faire? Et si je l'ai fait faire, combien ça m'a coûté? Alors oui, j'ai fait mon site moi-même. Alors, c'est rigolo parce que je suis hébergée chez OVH. Je touche du bois, j'ai pas été impactée par la panne. Pour ceux qui ne savent pas, OVH à Strasbourg a pris un peu feu hier. Et bon, bah voilà, moi j'ai pas été impactée, mais oui j'ai fait avec mes petites mains d'informaticien, quoi, parce qu'en fait je suis formée à ça, donc je sais pas tout faire parce que j'ai jamais été développeur finalement. J'ai fait du test logiciel et du produit et de l'application, mais j'ai pas fait du dev, mais globalement ça va, enfin c'était à ma portée, donc je l'ai fait moi-même. Si j'avais pas pu, je l'aurais fait faire, mais moi mon site, c'est pas un site de vente en ligne, c'est un site vitrine qui propose... il y a un blog, il y a mon podcast qui arrive dessus, mais le podcast n'est pas hébergé sur mon site. Et il y a... D'ailleurs, il faut peut-être que j'y pense, héberger le podcast sur le site. Maybe. Et il y a quoi encore sur mon site? Après, il y a mon offre, mais voilà, c'est un site qui... C'est pas un site de vente en ligne où j'héberge un système de paiement, tout ça. Donc techniquement, c'était moins compliqué. Combien ça coûte, je ne sais pas. Là, il faut démarcher des agences web ou même des développeurs freelance. Mais tu dois en avoir près de chez toi.
Si tu te poses la question, voilà, démarche-les, demande-leur. Ça va dépendre de ce que tu mets dedans, en fait, si tu fais un site vitrine ou pas. Voilà. Après, tu peux faire un site sur des plateformes dédiées comme Wix ou comment ça s'appelle, Squarespace ou tout ça. Je crois que c'est Squarespace. Mais ça va te coûter plus cher à l'année que ce que moi j'ai. Moi, à l'année, je paye 35 € pour la boîte mail, l'hébergement du site, les backups. Qu'est-ce que j'ai encore le nom de domaine, accessoirement. Et c'est vrai que j'avais comparé avec les autres plateformes et ça me coûtait beaucoup plus cher à l'année. Donc voilà, là j'ai pris le risque. Après, j'ai moins de... Comment dire, j'ai plus de risques que mon site tombe en rade et c'est à moi de faire le support en fait. J'ai pas une équipe de support derrière. Mais bon, j'ai des amis, un ami développeur qui, je sais, il m'a déjà dépanné avec le site du club. Donc j'arrive à faire beaucoup de choses par moi-même et si vraiment un jour j'ai une merde, je sais qu'il m'aidera. Moyennant son temps, il m'aidera. Donc voilà, j'ai cette sécurité-là. Donc non, je suis désolée, je ne pourrais pas répondre à cette question, mais c'est comme tout. Je pense que ça dépend de ce qu'on met dans son site web, de ce dont on a besoin pour savoir combien ça va coûter en fait. Voilà, ça fait donc 39 minutes que je parle pour répondre aux questions. Je vais couper ici parce que j'ai un podcast enregistré cet après-midi, je viens de vous en parler d'ailleurs, mais aujourd'hui je reçois une personne qui m'a beaucoup inspirée et qui vit dans le Cantal. Et une fois que le podcast sera publié, je vous en parlerai, peut-être que je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour ceux qui se demandent, qui se posent la question, celles et ceux qui se posent la question, mon podcast, en fait, il est pas sur les livres, il est sur les personnes qui travaillent en Auvergne et qui vivent en Auvergne. En fait, j'avais envie de faire briller encore une fois l'Auvergne, avec des canaux plus actuels, et de montrer aussi aux jeunes Auvergnats que, chez nous, on a plein d'opportunités qui s'offrent à nous. Parce que moi, quand j'étais petite, j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je parte, en fait, pour bosser ailleurs que dans le service à la personne ou l'agriculture. Et en fait, pas du tout. Il y a plein de métiers chez nous. Et donc, j'avais envie d'expliquer ça aussi aux jeunes Auvergnats. Donc, on sait jamais, si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes Auvergnat et que vous travaillez ici, déjà, si vous êtes Auvergnat, n'hésitez pas à aller écouter. Ça s'appelle Ils vivent et travaillent en Auvergne. C'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Google Podcast, iTunes, enfin Apple Podcast maintenant, Spotify, tout ça, c'est tout dispo. Et si vous avez envie d'intervenir, eh bien, allez-y, mettez-le en commentaire, je serai ravie de vous interviewer. Mais là, il faut que je me dépêche parce que dans 10 minutes, j'interviewe la prochaine intervenante. Voilà, j'espère. Je pense que je vais couper le vlog ici. J'ai pas beaucoup lu. J'en suis au chapitre 29 de Warbreaker. C'est trop cool, encore une fois, mais j'ai pas beaucoup lu, j'arrive pas à avancer en ce moment, j'ai du boulot. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain.